Bienvenue sur ce nouvel épisode de la table des DSI. Alors aujourd'hui nous allons parler de Nicolas et on va essayer d'aller chercher toutes les histoires que Nicolas n'a pas encore voulu partager. Il va nous partager son expérience d'entrepreneur depuis une vingtaine d'années, tout ce qu'il a pu faire et il en a fait. Il nous dit ça tout de suite. Bonjour à tous, alors bienvenue Nicolas à nouveau sur la table des DSI. Écoute, on va pas tourner autour du pot. Nicolas, dis-nous globalement qui tu es, d'où tu viens et comment est-ce que tu as commencé finalement ta vie d'entrepreneur. Hello Amaury. Alors, j'ai commencé, alors il n'y a pas tout à fait une vingtaine d'années, même si petit à petit, on va vite y arriver. Ça doit faire 16 ans peut-être. Donc voilà, ça commence à faire un petit peu de temps avec l'informatique, qui est quand même un point de départ avec la création de Celaneo. Voilà, donc société d'informatique que j'ai créée. Alors au début, effectivement, avec une logique de développement informatique, freelance. Je me suis lancé avec tous les parcours encore à faire. Après, j'ai quand même toujours un petit peu en moi cette volonté de faire plein de choses avec une certaine diversité. La découverte m'anime pas mal sur tout un ensemble de sujets. Et du coup, j'ai également monté dans le temps des sites e-commerce. Alors là, il y a un lien assez fort avec l'informatique, des sites e-commerce en propre. L'idée est simple, c'est que c'est bien de faire de la prestation client, et c'est aussi challengeant de se dire pourquoi pas faire ses propres produits. Donc une aventure qui s'est lancée il y a quelques années, voilà, avec du coup un regard un peu plus marketing, un regard différent que le simple regard entrepreneur, donc entrepreneur fournisseur de prestations de services pour des clients, donc très intéressant. J'ai aussi créé une société de rénovation. Alors là, on parle bien de peinture et de tuyaux et de charpente et tout ce qu'on veut. Donc là, ce projet est né d'un projet que j'ai monté un petit peu avant, qui est un projet de marchand de biens en immobilier. Là, c'est parti d'un petit jeu, parce qu'il y a quand même un petit peu ça dans cette affaire-là, qui consistait à tenter des ventes aux enchères immobilières. Alors, je me suis lancé un petit peu de manière hasardeuse là-dedans. C'est que j'ai vu effectivement qu'il y avait des annonces d'enchères, et ça faisait rêver parce que le prix de départ est toujours très bas, même si, attention, la réalité, c'est que ça part toujours forcément plus à un niveau plus élevé que le minimum. Et du coup, j'ai commencé à me positionner comme ça en aveugle, sans visiter, en considérant que tout était à faire, et donc avec tout à refaire, la cuisine, l'électricité, la plomberie, etc. Et finalement, j'ai dû faire une douzaine, 12, 13, 14 opérations depuis. Donc avec des moments où j'étais un peu plus impliqué, des moments un peu plus distants. Et du coup, est venue cette logique de créer une société de rénovation, tout simplement pour faire des achats. La société fait les travaux, ça repart à la vente, et comme on dit, ça boucle la boucle. Voilà. Donc il y a ce projet-là aussi qui a été lancé, qui continue tout doucettement aujourd'hui. Un projet aussi de restaurant, voilà, lié à différents événements par le passé, une opportunité qui s'était présentée à moi avec une ouverture d'un restaurant l'année dernière en avril 2023. Voilà, donc restaurant gastronomique dans le 1er arrondissement à Paris. Donc autre aventure, autre logique, autre état d'esprit. Voilà, là on n'est pas forcément sur de la prestation de service, ou ce qui est quand même mon fonds de commerce principal. Il y a aussi finalement beaucoup de marketing et de communication à mettre en avant sur ce type de projet, donc des croisements quand même qui peuvent s'opérer, même si on est sur des univers différents. Donc voilà, encore un autre projet. Et plus récemment aussi, j'ai investi dans une start-up, quand je suis appliqué dans une start-up, donc sans doute pas la dernière, parce qu'effectivement c'est un sujet qui me titille bien, pour le dire comme ça, et sur lequel je souhaite justement développer de futurs projets avec des idées de projets incubés, etc. Voilà, donc des choses encore probablement à venir. Donc voilà, pour faire un panorama assez rapide et assez large des choses que j'ai pu développer. Waouh, super. Donc, si je reprends bien la timeline, on va essayer de refaire. Dans les années 2000, tu es informaticien, tu bosses pour d'autres boîtes et tu te testes un petit peu la vie entrepreneuriale en faisant un peu d'immobilier. Ça t'amène à créer une première boîte. Ensuite, tu crées ta boîte d'informatique. Et après, cette boîte d'informatique dérive sur aussi du produit, sur des actions e-commerce. D'ailleurs, tu as vendu quoi en e-commerce? Je vais aller chercher un peu les
les infos? C'était alors c'est une activité que j'ai plus aujourd'hui, mais c'était des bijoux, des objets de décoration, des bracelets, voilà des petites choses assez sympathiques, très orientées achat impulsif, on va pas se mentir, Mmh. avec effectivement une logique de marketing assez agressive au niveau des réseaux sociaux, voilà avec du coup des publicités. Alors ça c'était super intéressant et c'est tout ça d'ailleurs. Hein. On se rend compte de l'impact de la publicité et surtout de la puissance de l'intelligence artificielle de Facebook, quoi, de Meta, d'Insta, etc. Voilà, donc c'est vrai que le projet à proprement parler, c'était sourcer les produits, c'était créer les publicités, tester tout ça et effectivement trouver les best-sellers qui faisaient des pics de vente avant de retomber tout doucettement. Donc après il y avait de temps en temps voilà des best-sellers qu'on pouvait resservir et ça repartait en best-seller, d'autres non. Donc voilà, il y avait tout c'était des produits qui voilà qui peuvent être achetés en totale impulsivité. On Mmh. est un peu dans cette logique-là. OK, super et du coup, ça m'amène une question. Aujourd'hui, le e-commerce, tu vois ça comment? Est-ce que c'est toujours temps de lancer des sites e-commerce? Pourquoi tu en fais plus d'ailleurs? Ouais, on en est où alors en 2024? Alors, je pense clairement les chiffres parlent d'eux-mêmes puisqu'on voit qu'il y a c'est plus qu'un virage, c'est une autoroute qui consiste à acheter de plus en plus sur Internet. Tout se fait en ligne. Même maintenant pour commander un repas, on descend plus au petit traiteur du coin, on appelle Uber Eats. Donc voilà, il y a quand même une logique d'achat en ligne qui est énorme, qui continue de progresser, qui est juste dingue. À l'échelle internationale, il y a encore des pays qui sont absolument pas là-dedans, mais qui sont en train d'émerger. Donc je pense qu'il y a à l'échelle mondiale, on est peut-être qu'au début de ça, quoi, qu'au début. Je caricature, mais si on le regarde vraiment sur l'ensemble du globe, il y a vraiment des endroits terre vierge. Donc voilà, je pense qu'on a une énorme autoroute encore, et même effectivement dans des pays Europe, États-Unis, etc., où c'est quand même très soutenu déjà, il y a encore des créneaux à prendre, il y a encore des positionnements à prendre. Tout consiste à bien créer son image de marque, à raconter l'histoire et à développer. Donc là, après, pour répondre à la deuxième question directement, j'ai l'envie de repartir sur un projet e-commerce, entre autres. Par contre, je souhaite le faire différemment. C'est-à-dire que là, on a testé avec réussite l'e-commerce marketing, vraiment le marketing piloté l'e-commerce. C'est pas un produit ou une marque qui va ensuite se vendre sur Internet et où on va développer un beau produit, un beau concept, etc. C'était clairement le projet piloté par les publicités Meta, ce qui fait qu'effectivement on source un peu comme on peut. Là, ce que je souhaite, c'est relancer quelque chose plus petit d'un point de vue produit, mais plus qualitatif avec une vraie continuité. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté cette activité-là. Moi, je l'ai pas arrêté, mais je ne la fais plus aujourd'hui et je veux le transformer différemment. Ouais, avec plus de valeur et moins nourrir finalement Facebook parce que la plupart du temps, j'ai l'impression qu'en e-commerce, ceux qui font la plus grosse marge, c'est ceux qui amènent le trafic. Donc, Ah, on est bien d'accord. Là, je vais pas dire les sommes, mais c'est assez indécent. Voilà, juste un chiffre, on était à plus de 2000 € au jour sur les pics, juste en publicité Meta. ouais. Donc voilà, Bon. on parle de Ok, montants super. C'est quoi la suite pour toi, Nicolas? la Tu as dit que page tu veux Facebook, investir en ce comme ça, moment sur une startup. Donc, tu as tout toujours ta simplement parce que boîte de soi-disant, on ne devrait pas service. respecter je C'est sais quoi trop quelle les règle. Donc directions là, c'est de très ta vie? particulier. On se On est concentre vraiment dans un univers où ce qui t'anime en fait. c'est pardon. Ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Tu te lèves le matin avec la patate, tu as toujours la patate, mais qu'est-ce qui t'anime du coup? C'est la créativité qu'on peut mettre au service de ces projets-là en fait. À l'époque, je voulais faire les beaux-arts. J'ai fait l'informatique pour raccrocher de l'infographie et finalement le destin a fait que je ne suis absolument pas ni dans les beaux-arts ni dans l'infographie. Mais du coup, finalement, il y a quand même quelque chose de cohérent là-dedans. C'est d'apporter une certaine créativité tout en étant assez cartésien pour pouvoir le mettre en œuvre et justement de voir ces différents univers, on se rend compte qu'en fait voilà, la logique humaine reste la même, les logiques de développement restent les mêmes, des logiques pragmatiques s'appliquent
de manière identique à une boîte d'informatique, à une boîte de réno, à un restaurant ou à un business en ligne. Donc, et d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour discuter avec des entrepreneurs, c'est que il y a des personnes qui procrastinent beaucoup, qui se disent ouais je veux lancer ci, je veux lancer ça, qui se sursécurisent par peur en lisant tout un ensemble de choses et ne font pas. C'est peut-être 90% des personnes d'ailleurs, et même celles qui ont le désir de faire. Et finalement, voilà, une fois qu'une personne s'est lancée dans un business et qu'elle a trouvé ces quelques clés pour structurer ses projets, etc., finalement, on se rend compte que cette même personne, elle peut réussir un peu n'importe où, parce qu'en fait, c'est malgré tout un état d'esprit, malgré tout un équilibre, je pense, entre du pragmatisme et de la créativité. Effectivement aussi quelque chose où il faut savoir limiter ses peurs et puis de temps en temps partir sans trop réfléchir. Voilà, je pense beaucoup. Je crois que c'est aussi une des clés. Ok, top. Donc du coup, Nicolas, où est-ce que tu vas dans les 5 prochaines années? C'est quoi tes projets phares? Donc t'as un restaurant, t'as ta boîte d'informatique qui tourne. C'est quoi tes ambitions? Où est-ce que tu vas? Alors déjà, il y a vraiment ce souhait de travailler davantage le réseau, les contacts qui créent les opportunités, parce que j'étais pendant pas mal d'années un peu en mode ours, il faut bien se l'avouer, en train de travailler nuit et jour, soir et week-end à coup de 14 heures par jour minimum, même bien souvent. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, oui, ça peut être une recherche du gain. Par contre, ça permet aussi de développer parce qu'on se sécurise financièrement, c'était quand même un objectif. Par contre, effectivement, on se rend compte que ça limite les capacités d'interaction avec les autres êtres humains, pour parler comme ça. Et du coup, on se retrouve un petit peu enfermé et la bataille commerciale est toujours plus complexe, plus insécurisante. Et finalement, on passe à côté de plein d'opportunités. C'est un petit peu, j'ai lancé beaucoup de choses en mode hard worker, comme on dit. J'aurais pu faire des choses beaucoup plus rapidement si j'avais vu les choses autrement au début. Par contre, j'avais besoin de me sécuriser sur certains aspects. Donc, effectivement, élargir un petit peu le réseau avec des discussions super sympas, parce qu'au final, c'est même pas du travail, c'est souvent plutôt un plaisir que d'échanger avec des gens, de boire une petite coupette de champagne à droite à gauche. Donc c'est très curieux finalement, parce que c'est une valeur énorme que j'ai pas exploité. Voilà. Donc ça, effectivement, priorité. Ça crée, je pense, plein d'opportunités qui permettent justement. Et alors, c'est là où ça peut être un problème pour moi, parce que dès que je vois des personnes, je vois 10 000 projets en capacité, donc il faut que j'apprenne à me rationaliser là-dessus. Mais c'est ça qui crée aussi les opportunités, et du coup, c'est le point de départ pour permettre justement d'ouvrir le champ des possibles pour d'autres projets, sachant qu'il y a quand même une ligne directrice que je me donne aujourd'hui, c'est d'ouvrir plusieurs portes sur de la création de produits, donc au complément de la prestation de service, alors des produits digitaux essentiellement, et puis à voir s'il y a d'autres opportunités bien sûr, et aussi une idée qui va se structurer et qui est encore en maturation, qui consiste aussi à faire un petit peu office d'incubateur à projet pour mettre à profit de ces projets un savoir-faire, des process déjà en place, des équipes. Il y a effectivement clairement des croisements à faire avec des personnes que j'ai en intercontrat aujourd'hui, qui sont entre deux missions. C'est de la ressource non exploitée. Donc, il y a tout un ensemble de croisements intéressants à faire. Et d'ailleurs, pour finir ma réponse à ta question, la table des DSI, c'est quoi? C'est le croisement de la boîte d'informatique et du restaurant. La table des DSI a pour vocation aussi de créer des rencontres au restaurant. Donc voici justement un croisement assez sympathique qui se crée grâce à ces projets-là. Et qui a inspiré le nom justement du podcast. Merci C'est ça. pour ça. Nicolas, je pense qu'on pourrait discuter des heures, et vu l'expérience que tu as, il y a des tonnes de choses que tu pourrais partager. On aura peut-être l'occasion de le faire sur d'autres épisodes. Est-ce que tu as, je sais pas, c'est pas un résumé, mais un petit conseil à donner peut-être? Nos audiences vont être des DSI majoritairement. Est-ce que tu as un conseil, le conseil de l'entrepreneur au DSI, si tu en avais un, ça serait quoi? Alors, le résumé à 1, il va falloir que... C'est pas préparé. Hein, je n'avais pas préparé cette question. Je pense que, en fait, je pense que, alors, un DSI, on peut être dans une logique entrepreneuriale ou pas, ça dépend un petit peu des contextes, des personnes. Mais dans tous les cas, je crois que quel que soit le contexte, il y a une clé qui est importante, c'est justement de
garder et de processer, d'être très attentif au côté pragmatique des choses. Voilà, suivre un petit peu les nouvelles technologies, articuler avec intelligence l'équipe, l'historique de ce qui est monté, les potentielles dettes techniques, les projets à venir, etc. Et de bien se réserver des espaces de réflexion pour ne pas oublier la créativité dans l'existant, parce qu'on se rend compte et souvent sur des grosses structures, il y a quelque chose qui est un peu obligatoire là-dedans, mais effectivement, il y a un existant et souvent on se retrouve un petit peu trop bloqué par rapport à un existant, à des choses déjà en place. Donc sortir un petit peu de tout ça, s'autoriser le regard un peu macro sur l'ensemble pour ouvrir la créativité et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Je pense que ça serait, à mon avis, le meilleur conseil. Voilà. Bon, la prise du recul, prise de hauteur globalement du DSI et pas toujours faire les choses de la même manière, s'autoriser un peu de créativité. Ok, je vais essayer de résumer ça comme ça. Voilà, c'est l'objectif d'ailleurs de notre podcast, hein, de favoriser les échanges, justement de croiser les regards, voilà, pour le dire simplement. Bon, super. Eh ben, écoute, Nicolas, merci pour ce nouvel épisode. On vous retient pas plus. Et puis, je crois que le prochain, c'est moi qui passe sur le grill. Et du coup, on va inverser les rôles. Et je vous partagerai un petit peu d'où je viens également. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Nicolas, merci à toi. Merci à toi. À très vite.